cette région opérationnelle maritime du pays, un geste qui a réjoui le chef d'état-major général adjoint des armées. C'est fait, le projet d'appui à la mise en place d'un plan national de relance de l'horticulture est enfin lancé à Conakry. Il va permettre aux spécialistes de l'horticulture de valoriser leur potentialité. J'arrive enfin. L'objectif est d'aboutir à une croissance économique durable, comme le montre ce compte rendu signé Saint-Marathon. Faire de l'agriculture un moteur de croissance économique par le développement de l'horticulture, tel est l'objectif de cet atelier. Les débats ont porté sur les possibilités de réussite de ce secteur. Le projet d'appui à la mise en place d'un plan national de relance de l'horticulture est financé par la FAO à hauteur de 212 000 $ américains. Il entend répondre aux soucis du gouvernement pour l'amélioration des revenus des couches défavorisées. La politique nationale de développement agricole Vision 2015 vise à exploiter les îlots de productivité horticole en vue de l'accroissement de la production, de la réalisation des objectifs de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté. C'est dans ce cadre que la FAO a apporté un appui technique et financier au gouvernement guinéen pour la mise en place d'un plan national de relance de l'horticulture. Ce projet vise à assurer la sécurité alimentaire des populations par la mise à disposition des horticulteurs des intrants agricoles. Il va aussi renforcer les capacités de production des populations en créant des facilités de transformation et de commercialisation des produits horticoles. Dans sa politique économique, le président de la République, le professeur Alpha Condé, met un accent particulier sur le développement du secteur agricole pour une sécurité alimentaire des populations. Les raisons d'un tel choix sont d'ordre politique, social et économique. Il est important de souligner que ce projet, qui cadre avec les objectifs de la politique de développement agricole Vision 2015, constitue une réponse à certaines préoccupations d'urgence que sont l'accès et la disponibilité à la nourriture pour tous. La réussite de ce projet permettra aux petits producteurs agricoles de passer de l'agriculture de subsistance à une agriculture commerciale. Et puis ce vote des délégués des départements en charge de l'éducation nationale, ils viennent d'élire un nouveau bureau de leur syndicat. Vous allez le voir, l'ancien quitte après 4 ans d'exercice. Le nouveau bureau s'engage à défendre les intérêts de tous les travailleurs du système éducatif. Images et témoignages dans ce reportage d'Amadou Touré. Cette équipe de 17 éléments représente le nouveau bureau exécutif de la section syndicale de l'éducation. Ils sont élus lors de ce congrès pour un mandat de 4 ans non renouvelable. Camarades, le bilan de ces 4 années n'est pas entièrement élogieux parce que notre pays a traversé des moments difficiles que nul n'ignore. Il y a eu quelques succès certes, mais pour un changement réel, beaucoup de défis restent à relever par nous tous. Vous savez que nous sommes en démocratie. Lorsque le mécanisme de la démocratie est en marche, le choix des différents responsables par la voie des élections, nos ministres ne peuvent vous encourager et vous féliciter. En plus du bureau exécutif, 2 autres commissions de 15 membres chacune ont vu le jour. Ces différentes structures ont pour mission de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs des 4 départements de l'éducation. Nous avons toujours assisté à la mise en place de cellules de structures, souvent embryonnaires, qui ont fonctionné peu ou prou. Mais nous espérons qu'avec la mise en place de cette importante structure, désormais, le fonctionnement syndical au niveau de l'éducation s'en trouvera amélioré et nous pourrons ainsi atteindre dans notre partenariat, grâce à l'effort que vous fournirez, les résultats que nous recherchons depuis longtemps. Avec ce nouveau bureau affilié à la Fédération syndicale des professionnels de l'éducation, la section syndicale se fixe pour objectif de renforcer les pratiques collectives dans les prises de décision afin d'assurer par tous les moyens légaux
moraux, la défense des intérêts des travailleurs du secteur. Éducation encore, c'est la fin d'un cycle de formation pour eux. Ce sont des étudiants de l'établissement René Lévesque. Ils reçoivent leur diplôme de fin de cycle. Cette année, la 4e promotion de l'université et la 13e de l'Institut de formation professionnelle regagnent le marché de l'emploi. Ils sont plusieurs centaines et sont tout joyeux de boucler un cycle de formation de 3 ans. Kadiatou Samoura a suivi pour nous cette cérémonie. Ils sont au total 350 étudiants de l'université René Lévesque. Tous reçoivent leur diplôme de fin de cycle. C'est le fruit de 3 ans d'études supérieures, sémés parfois d'embûches. Mais les responsables et encadreurs se disent satisfaits par la formation donnée aux récipiendaires pour leur permettre d'affronter le marché de l'emploi, un marché de plus en plus concurrentiel. L'université René Lévesque se félicite de l'harmonie de ses programmes de formation, de cadres compétents et compétitifs qui cadrent bien avec la politique nationale de l'éducation. Grâce à son personnel dynamique, disponible et minutieusement trié parmi les meilleurs, l'université René Lévesque s'est engagée à contribuer à la formation et l'éducation des enfants de la Guinée. Autrement dit, former les Guinéens compétents et compétitifs. L'université René Lévesque, depuis sa création en 2004, évolue avec satisfaction dans sa mission de formation, de recherche et de culture. Au plan de la formation, elle a amélioré sa performance par la prise en compte des résultats et recommandations et l'évaluation effectuée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au niveau des universités publiques et privées. Ces récipiendaires constituent la 4e promotion de l'université René Lévesque. Cet autre groupe forme la 13e de l'Institut professionnel du même établissement. Tous se disent prêts à affronter le monde courant. Fort de nos convictions et de nos désirs de progresser dans la compréhension des enjeux du développement social et durable, nous avons abordé cette licence avec un enthousiasme juvénile qui ne nous a jamais quittés, mais sans mesurer à quel point elle allait envahir nos esprits. La promotion porte le nom de Hadja Massaran Kamara, l'illustre mère du président de la République, professeur Alpha Condé. L'occasion pour la ministre des Guinéens de l'étranger d'offrir un ordinateur au premier des lauréats de la dite promotion. Le geste vise à encourager les étudiants et à promouvoir l'excellence. Actualité nationale, direction Université Mahatma Gandhi, c'est en banlieue de Conakry où des cadres du ministère des Finances se sont retrouvés pour échanger sur l'annulation de la dette guinéenne. Plusieurs étudiants étaient à la rencontre. Ils disent avoir beaucoup appris à la reine Baïrouba. L'annulation de la dette guinéenne et l'atteinte de l'initiative PPTE donnent une lueur d'espoir à l'ensemble du peuple de Guinée, notamment la couche estudiantine. C'est pourquoi l'Institut supérieur Mahatma Gandhi a organisé cette conférence débat avec les cadres du ministère délégué au budget afin d'éclairer la lanterne des uns et des autres sur les avantages de cette annulation qui s'élève à plus de 2 milliards de dollars et les perspectives qui s'ouvrent sur l'économie de notre pays. Avec le nouveau gouvernement, les réformes qui ont été mises en place ont permis dès 2011 de signer un premier programme avec nos partenaires au développement, notamment la Banque mondiale et le FMI. Pour le cas précis de la Guinée, le pays est indépendant depuis 1958. C'est en 2012 selon que la Guinée a pu atteindre le point d'achèvement de l'initiative pour très ambitieuse. Toutes les actions publiques sont d'abord d'ordre politique. Si la volonté politique n'est pas là, la volonté économique ne suivra pas, toutes les autres volontés vont s'immiscer. Pour atteindre l'annulation de la dette guinéenne auprès des institutions de Bretton Woods, le processus a pris presque 12 ans et le chef de cabinet du ministère du budget est revenu largement sur les efforts consentis pour la maîtrise de l'inflation. Quand le président Fakonde est venu, le seuil d'inflation était de l'ordre de 22%. Selon les dernières informations que nous avons aujourd'hui, nous sommes dans le ratio de 11,8% par rapport au premier exercice. Cela dit que nous sommes encore dans une inflation élevée, c'est non ici. Pas de développement sans paix. C'est dans ce sens que les conférenciers ont appelé les étudiants à leur sens de responsabilité élevé afin d'éviter à notre pays des troubles pour permettre enfin son décollage économique.
concentre l'attention ce soir, je vous l'annonçais en titre, c'est la reprise des travaux du dialogue politique inclusif. Les acteurs politiques ont regagné la salle des actes du Palais du Peuple de Conakry. Gouvernement et acteurs politiques tentent de désigner un facilitateur. Des noms ont été cités pour jouer ce rôle. Pour l'heure, aucun consensus. Les travaux vont se poursuivre dans les jours qui suivent. Mohamed Lamine Camara. Les débats de ce lundi ont porté sur la présentation des facilitateurs désignés par le gouvernement et par la classe politique pour ce cadre de dialogue inclusif. En présidant la séance, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a présenté les noms des facilitateurs pour diriger les travaux de ce cadre de concertation. Le gouvernement, dans la perspective d'amorcer le dialogue, a réalisé les activités suivantes. Déjà le 14 mars 2013, Monsieur le Premier ministre était là parmi nous. En présence de plusieurs ministres, a ouvert les travaux du cadre de dialogue politique inclusif pour permettre aux acteurs politiques de trouver un consensus sur les questions qui divisent la classe politique guinéenne. Pour notre cadre de dialogue politique, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter les personnalités formant le collège des facilitateurs. Il s'agit de M. Dr Gounessi Kondé, facilitateur principal, Honorable Aboubakar Sompare, co-facilitateur, M. Salifou Silla, co-facilitateur, le général Lamine Sissé des Nations Unies, facilitateur international. La participation des facilitateurs nationaux et internationaux suscités, réputés pour leur probité morale et intellectuelle, contribuera sans nul doute à relever le défi de la sauvegarde de la paix et de l'unité dans la perspective des prochaines élections législatives. Cette position du gouvernement n'a pas été partagée par les représentants de l'ADP, du collectif et du CDR. Avant de quitter la salle, le porte-parole de l'opposition a exprimé ses sentiments. Nous, en ce qui nous concerne, nous avons réussi à nous mettre d'accord avec vous qu'il y aurait un cadre de concertation restreint qui mettrait face à face le gouvernement d'un côté, l'opposition que nous sommes de l'autre, avec un collège de facilitateurs constitué de 3 personnes. La deuxième chose, nous nous sommes mis d'accord sur un comité de facilitation de 3 personnes. Un désigné par le gouvernement, un désigné par l'opposition et un facilitateur international. Nous nous retrouvons dans la salle, peut-être pas dans la salle, mais nous nous retrouvons sur le papier avec 4 facilitateurs. Le problème des chefs des activités de la CENI. Comme vous le savez, ça tombe sous le sens, il ne servira à rien d'engager un dialogue dont l'objet principal est justement le processus électoral, les activités de la CENI, et que dans le même temps, la CENI continue tranquillement ses activités, nous mettant ainsi, au terme de notre dialogue, dans une situation de fait accompli. Cependant, l'autre bloc de l'opposition et la mouvance présidentielle ont encouragé les uns et les autres à poursuivre les discussions pour le bien de la Guinée. Je crois le titre. Il faut que le gouvernement s'oblige à respecter la procédure pour ne pas donner l'occasion de retarder par des questions de procédure. Ce dialogue aurait dû se terminer au moment où nous parlons maintenant. S'il y avait la bonne volonté, on serait sur le point de conclure, ou on a déjà conclu le dialogue. Quand vous prenez le chapelet de revendication de cette opposition, nous voyons qu'il n'y a pas une once de volonté politique de faire avancer le processus électoral. En ce sens, pourquoi à l'intérieur du pays aujourd'hui, notre population commence à bouger, à bouger, en demandant d'aller aux élections? Beaucoup de préfectures, Banakura a bougé, Lékédou aussi a bougé pour dire au gouvernement d'aller aux élections. En matière de démocratie, il n'est pas bon d'exclure les autres. La construction de la démocratie se fait avec tout le monde, et non dans l'exclusion. Personne aujourd'hui ne peut avoir une notoriété sur la question des élections législatives pour dire que moi je dépasse l'autre et que je comprends mieux l'impact de ces élections qu'un autre. Je pense qu'on devrait donner le soin à chacun de pouvoir ensemble ici poser les problèmes et de trouver les solutions, parce que les solutions concernent les uns et les autres.
demandé au président de l'UPG de s'investir pour ramener les représentants de l'ADP, du collectif et du CDR autour de la table. L'objectif étant de réussir l'organisation d'une élection législative sereine, transparente et crédible. Vous le savez, la célébration du 2 octobre est désormais tournante. L'initiative est du chef de l'État, Président Bokeh. C'est la ville de Zélikoré qui va abriter les festivités du 55e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. L'événement se prépare et c'est l'occasion pour la présidente du comité d'organisation du 2 octobre à Bokeh d'apporter son expertise aux organisateurs du 55e anniversaire de l'indépendance nationale. Haya Kadiatou Ndiaye est au micro de Mohamed Sanko Subi. La célébration de cette fête avait deux volets. Il n'y a pas que la fête seulement. Il y avait le volet développement, c'est-à-dire la réalisation des infrastructures, et le volet organisation proprement dite de la fête. Donc, si nous prenons le volet réalisation des infrastructures, je vais vous dire que c'est merveilleux ce qui est là aujourd'hui à Bokeh. Ce qui se trouve à Bokeh aujourd'hui est merveilleux. Bokeh est une nouvelle ville, je suis fière, je suis contente. Et c'est le lieu de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cette initiative aussi historique pour notre pays. Et que j'ai eu le privilège et la charge d'être présidente du comité de pilotage qui a été mis dans ce cadre-là. Le bilan est positif parce qu'aujourd'hui, Bokeh a une résidence digne du gouverneur, a une résidence digne d'un préfet, à la maison des jeunes. En réalité, les infrastructures de souveraineté sont là aujourd'hui à Bokeh. L'équipe qui va travailler pour Zélikoré, je vais dire à cette équipe de croire à cette initiative, à cette décision historique de son Excellence, et d'avoir le courage de travailler, d'être avec tout le monde, d'écouter tout le monde, parce que c'est très très important. Chaque fois que tu vois quelqu'un qui s'intéresse à la festivité, l'intéressé essaiera de te parler, il faut l'écouter. Conférence débat sur la contribution de la finance dans les États laïcs. C'est l'association islamique pour la promotion de la Sunna qui s'intéresse à la question. Elle a mobilisé les fidèles éducateurs en islam pour expliquer au grand public les fondements de l'éthique du système des finances dans l'islam. Saint-Martin Fansinaduno nous en dit plus. L'association islamique pour la promotion de la Sunna lance officiellement ses activités. La toute première, c'est la conférence sur le thème « Quelle contribution de la finance dans le système laïque ?» Les membres entendent traduire en acte l'image de la religion musulmane qui incarne les valeurs de l'honorabilité. Ils vont donc s'employer à faire de l'islam un vecteur de promotion des valeurs morales et spirituelles, comme l'a recommandé le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Pour la propagande qui dessert l'islam sur le plan international, je me dis quand même que la meilleure façon de faire n'est pas de contre-attaquer, mais plutôt de présenter l'islam sous son vrai aspect comme une religion de dialogue, une religion de concorde, une religion de pacifisme, une religion d'homme pacifique et une religion d'entraide. Selon les spécialistes des comptes, la finance dans les banques islamiques est un système d'éthique et de prudence qui encourage l'entrepreneuriat, le partage des risques et intérêts. L'économie islamique repose sur un canevas consensuel fondé sur la justice, l'équité, le respect de la dignité humaine. Et est fondé également sur l'exploitation des ressources et la croissance de la richesse afin de satisfaire les besoins spirituels d'abord, ensuite matériels, sociaux de tous les membres de la communauté. Le thème semble bénéfique pour les participants car c'est l'enseignement d'une économie islamique. Ce thème est très très enrichissant car vous ne pouvez pas imaginer qu'à travers le monde, nous sommes bouleversés par les crises. Je crois que l'association islamique là, a bien fait au moins de ressortir cet élément-là pour qu'au moins qu'on sache quels sont les différents produits de financement que dispose l'islam, afin qu'au moins les États puissent s'en approprier et enfin qu'on évite ce capitalisme qui est vraiment féroce. Dans les jours à venir, cette association compte organiser
d'autres rencontres d'information et de sensibilisation sur les vertus de l'islam et la nécessité de promouvoir la solidarité. Actualité à l'intérieur du pays, direction Farana, la ville vient d'abriter les travaux de l'atelier de diffusion des recommandations de la rencontre annuelle de la douane guinéenne. La rencontre a mobilisé